Salutations Tadona, je suis le chef et aujourd'hui je te propose de mater en intégralité l'entretien qu'on a eu avec Fabrice et Curie, les deux réalisateurs de Wakfu saison 3. Alors avec eux on a parlé un peu de l'orientation de la série, de leur parti pris artistique, des choix qu'ils ont fait sur cette saison 3, en général, de leurs inspirations et tutti quanti. Alors voilà, encore une fois, la première partie de l'interview, il y a un petit peu du fond sonore parce qu'il y avait un peu beaucoup de monde autour, mais après ça va mieux, normalement c'est toujours aussi audible et c'est toujours très intéressant, donc je te laisse mater ça. C'est un peu long, mais franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, je te laisse regarder ça, mets des pouces bleus, des commentaires comme d'habitude, et je te dis à bientôt. Alors, bonjour Fabrice et Curie. Voilà, donc réalisateur et assistant réalisateur de Wakfu saison 3 et saison 1 aussi, j'imagine Non, moi que saison 3. D'accord, saison 3 Et bah, tout Wakfu. Voilà, alors, au début, question un peu chiante, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Donc, je commence. Ouais. Donc, voilà, moi c'est Fabrice Zinzi, réalisateur de la saison 3 Wakfu. Ça fait maintenant à peu près 10 ans, voire un peu plus de 10 ans que je travaille en Kama. Donc je suis bien le réalisateur, mais que de la saison 3. Par le passé, alors j'ai eu l'occasion de bosser sur les autres saisons, mais j'étais plus caractère designer, décorateur. En fait, je faisais du développement visuel. Parce qu'à l'époque, en fait, j'étais plus affilié à la game. J'ai vraiment eu l'occasion en fait de travailler sur énormément des projets en Kama parce que je suis arrivé en Kama il y a 10 ans en tant qu'animateur game. Après j'étais caractère designer game, caractère designer série animée. Donc j'ai eu un passif en fait de développement visuel sur des supports jeux vidéo et animation. Et puis progressivement je me suis orienté, Todd m'a demandé de rejoindre le pôle animation, donc j'ai commencé par être décorateur. Et directeur artistique sur la série Kirby. Sur le film Dofus, j'ai fait le développement visuel décor traits. Puis après, j'étais le lead de l'équipe qui faisait les décors traits. Et props aussi d'ailleurs, donc les objets interactifs du dessin animé, les portes qui se ferment, les épées, tout ce qui bouge, la bibliothèque qui se transforme en arme. Voilà. Comment on en arrive à devenir réalisateur? Justement, dans mon cas, ça s'est vraiment fait dans la durée. Limite presque comme un peu les procédés japonais. C'est-à-dire que dans mon cas spécifique, j'ai commencé... Alors j'aime pas ce terme en bas de l'échelle parce qu'il n'y a pas d'échelle de valeur, c'est juste des spécialités différentes, mais j'ai commencé animateur, après caractère designer, lead caractère designer, décorateur, chef décorateur, directeur artistique. J'ai eu la chance en fait de monter d'échelon en termes de responsabilité, parce que tout le monde a des savoir-faire assez spécifiques. Et voilà, je suis arrivé à la Réal sur cette saison uniquement. Ok. Ensuite. Et moi donc c'est Curie, donc c'est un pseudo mais j'ai oublié mon prénom, tellement ce pseudo est ancré dans ma vie. Donc moi c'est Curie, je suis en Kama depuis un peu plus de 15 ans maintenant. J'ai connu les tout débuts sur Dofus où j'ai commencé à animer des personnages du jeu Dofus. Et puis durant toutes ces années, j'ai eu l'occasion de travailler sur plein de projets en Kama, que ce soit Dofus Arena, que ce soit même Wakfu, la même Wakfu, et puis j'ai fait mes débuts en animation justement sur l'introduction du jeu Wakfu et le court-métrage de Goultard qu'on a pu faire à l'époque, qui nous a permis entre autres de charmer France TV, et avec qui on a signé pour la saison 1 de Wakfu. Et donc naturellement, là je suis devenu chef anime sur Wakfu, saison 1, saison 2, j'ai eu l'occasion de faire de la réal aussi sur Wakfu, sur chez Shedar aussi, et puis chef animateur sur le film, chef animateur flash sur le film, et donc assistant réel sur la saison 3 avec Fabrice. D'accord, nous on a assisté à la projection en avant-première des 5 premiers épisodes de Wakfu, saison 3, on a adoré. Et du coup j'aurais une petite question comme ça, un peu gag, mais c'est une vraie question. Est-ce que ça vous fait pas bizarre de foutre la honte à Dragon Ball? En termes d'animation, de scénario de Dragon Ball Super, c'est à 1000 lieues, c'est carrément mieux. Ça vous fait quoi de participer à un projet comme ça, qui est français? Ouais, est-ce que dans votre carrière, vous aurez pensé à un jour travailler sur une série de cette qualité-là? Non, moi clairement pas. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors déjà, il y a une première chose, on ne fout pas la honte à Dragon Ball parce que en vrai... Dragon Ball Super en tout cas. Oui, mais après on n'est pas dans le même contexte, la technologie, les moyens, le savoir-faire en fait pour l'animation a évolué. Si tu remets Dragon Ball dans son contexte, ça a apparu à un moment donné où l'animation était à un échelon, les savoir-faire étaient à un échelon, et ce qui est génial dans l'animation, c'est un savoir-faire tellement pluridisciplinaire. Il faut avoir des notions d'architecture, de volumétrie, de perspective,
de morphologie animalière, de personnages. Et tout ça, en fait, c'est quand même des savoir-faire lourds qui se font dans la durée, mais c'est un grand partage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, vraiment, on peut pas dire qu'on aime une race, par exemple la Dragon Ball Super, même si c'est peut-être à ton goût ou pour d'autres raisons moins bien. C'est que historiquement, c'est quand même une série qui, par exemple, pour ma part, a nourri mon enfance, mon goût. Et en effet, il y a même des connivences avec peut-être Dragon Ball, d'autres séries. Donc il faut plutôt se dire que les séries sont là pour upgrader. Moi, je t'avouerai que j'ai plein de rêves d'enfant et je t'avouerai qu'en Kama, j'en ai déjà réalisé 5. Et là aujourd'hui, s'il y a un rêve qui m'animait aussi énormément, c'était l'idée de se dire que peut-être un jour, un travail auquel je contribuerai, parce que c'est un travail d'équipe, pourrait donner envie à un enfant, une petite fille, un petit garçon de se mettre à animer. Et c'est ça, et Dragon Ball, ça fait partie des séries qui m'ont donné envie de dessiner, d'animer. Et là, j'espère je pense que c'est le cas parce qu'on a des retours de fans, et ça, c'est un vrai plaisir. Donc, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte général, et puis aussi, il faut se dire aussi une chose concrète, c'est que les séries animées, ça coûte très très cher à produire. Et là, moi, je connais pas le contexte de cette série, par exemple, mais peut-être qu'en termes de financement par rapport aux équipes, peut-être qu'il y a une vraie détresse de production. Moi, je t'avouerai que nous, on a eu des moments de détresse sur la saison 3 et qu'on a vraiment fait des choix graphiques, techniques, parce qu'on avait aussi un portefeuille à gérer. Donc, il n'y a pas que l'aspect visuel, créatif, mais on doit aussi jouer avec, malgré tout, un portefeuille. Des gens sont payés, il ne faut pas non plus que ce soit non rentable. Donc c'est très complexe en fait. Donc là aujourd'hui, il faut plutôt se dire que, alors oui, les goûts et les couleurs, voilà, c'est vrai, c'est un fait, il y a des séries que j'aime plus que d'autres, il y en a que je déteste, mais il faut aussi se dire que la vocation générale dans tout ça, c'est de mettre une petite pierre dans l'édifice général qui va motiver et qui va faire monter en effet le niveau. Donc tant qu'on est dans cette démarche-là, c'est positif, parce que c'est même pas une forme de compétition, c'est une volonté d'avancer. Oui, bien sûr, mais j'entends bien. Mais c'est quand même important de le dire, parce que c'est une famille. Hein. Là, pour le coup, au Japon... Ça me fait rebondir sur ma seconde question. C'est quoi les inspirations de cette saison? Parce que moi, j'en ai repéré 2-3. J'ai vu un peu Dragon Ball avec la nouvelle apparence d'Adamai, on spoil pas, c'est un truc qui fait penser à un mélange entre Cell et Freezer. Ah, mais on la voit dans la bande-annonce, donc c'est pas spoilé. Et aussi dans plein de mises en scène, dans le dernier épisode qu'on a vu, je vais pas spoiler, mais il y a le moment où comment dire, pas Yugo, c'est Yugo. Christopin se met en scénaire, mais tu vois son ancêtre derrière, c'était très Saint Seiya, le cheminement de l'arc ressemble très inspiré de Saint Seiya. Est-ce qu'il y a d'autres références que Moi j'ai vu un peu de légendaire aussi, les légendaires pour le bras de Christopin. Non, disons que c'est ce que disait Fabrice, c'est qu'on profite de toutes les séries qu'on a vues étant enfant, ou même étant un peu plus vieux, pour les choper certaines techniques. Et les réutiliser au besoin. Surtout des séries des années 80-90, parce qu'au final, ils devaient bosser avec des contraintes assez lourdes en termes de dessin, quoi. Et donc chaque dessin est coûteux. Et nous, le second d'animation, sur Wakfu est très coûteuse. Donc on essaye au maximum de faire de l'anime qualitative avec le moins de dessins possible. Et donc des séries comme Saint Seiya ou même Dragon Ball Z, même Dragon Ball tout court, sont vraiment des emblèmes de ce type de mise en scène. C'est-à-dire commencer une action dans un plan et la terminer dans un autre plan. Ça évite de tout montrer, et en plus de ça, ça permet d'apporter le dynamisme dans la mise en scène, et d'apporter le dynamisme et sans devoir tout animer et tout montrer, parce qu'il y a une notion quand même de frustration du spectateur. Il faut jouer avec ça. Tu vois, le fait de tout montrer, on perd l'imaginaire d'une scène ou d'un personnage, alors que si par un moyen détourné on suggère cette action ou ce personnage, c'est beaucoup plus intéressant. Comme l'exemple que je reprends souvent, c'est les Dents de la Mer. Le premier Dents de la Mer, on voit quasiment jamais le requin, et c'est d'autant plus angoissant. Alien, c'est pareil. Dans Alien aussi, ouais. Alors que si on montrait, comme on le fait souvent dans les films aujourd'hui, tu vois le beau monstre en 3D, tout ça, dans tous les sens et tout, ok, c'est super bien fait, mais c'est moins intéressant. Alors que faire travailler l'imaginaire du spectateur, c'est déjà nous, artistiquement,
ça nous stimule de devoir trouver des petits subterfuges pour faire naître l'image dans l'esprit des gens. Et puis du point de vue des spectateurs, c'est beaucoup plus intéressant. Donc il y a ça. Dans Dragon Ball Z, les séquences d'action, on voit les personnages au loin avec des ondes de choc qui détruisent le décor. Voilà. C'est ça typiquement, c'est le genre de plan qui passe directement au FX. Il n'y a pas d'anime dessus, c'est que du FX. Et du coup, c'est une des idées qu'on reprend souvent parce que c'est tellement efficace que le nombre de secondes qu'on utilise cette technique, c'est autant de secondes d'animation qu'on épargne, qu'on économise. Et donc, ce que disait Fabrice, ça rejoint ça, c'est vraiment la notion de budget. Il y a le côté artistique où on a envie de faire des choses, et puis la réalité économique où il faut réussir à faire coïncider les deux. Ça vous a pas inspiré que artistiquement, mais aussi comment ça a été produit? C'est ça, ouais. Et donc, voilà, sur cette saison-là, on a eu la chance de pouvoir faire vraiment du full feuilletonnant et d'avoir accès au script de toute cette saison dès le début de la production, justement en grande partie, et on a pu organiser la fabrication des épisodes en fonction. C'est pour ça le modèle Saint Seiya, il est vraiment idéal. On peut optimiser les différents départements. Puis après, là, on est dans une saison donc feuilletonnante, mais comme il y a cette fameuse tour, personnellement, je tenais vraiment à ce qu'on mélange les genres. De toute façon, c'est vraiment la marque de fabrique d'Ankama, Tot écrit en mélangeant les genres, mais aussi que chaque étage ait son empreinte, que ce soit narrative et visuelle. Donc, par exemple, j'ai une grosse rêve pour l'épisode 3 que vous avez vu tout à l'heure, qui est un peu sombre. C'est David Lynch, c'est Lost Highway de David Lynch, donc là c'est du cinéma live. Alors pour le coup, là c'est pour la mise en scène, c'est la gestion des faux raccords volontaires dans l'épisode qui vont venir créer un malaise au spectateur. Parce qu'on est dans un épisode, donc je ne vais pas trop spoiler, mais qui est spécial, où, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les faux raccords ont une volonté narrative pour venir perturber et choquer. Parler un personnage qui est là et d'un seul coup, il se retrouve là avec un faux raccord volontaire pour te tourmenter, d'un seul coup, ça te fait un choc émotionnel. Donc on a des rêves comme ça. Après Coqueline, qui est par exemple un épisode plus léger, j'avouerai que j'ai quand même été influencé par la série Arrêt plus goût, donc qui est une série japonaise, où la narration est aussi beaucoup plus légère, plus enfantine en apparence, même s'il y a des travers. Oui, voilà, un peu cartoonesque. Donc les influences, c'est pas toujours que l'image, c'est aussi vraiment la manière de narrer, avoir un intérêt, la lenteur ou la rapidité. Curie évoquait le surdécoupage par moment des scènes. C'est vrai que cette réflexion, cette méthode de travail qui est très très japonaise, en fait, c'est un enseignement puissant parce que par moment, au lieu de donner un personnage qui donne un mouvement ample, suranimé, qui va demander énormément de dessin, le simple fait d'amorcer un plan large sur le point et un plan serré sur le point qui avance, on comprend toute la fluidité du mouvement alors qu'il y a une ellipse entre les deux. C'est-à-dire qu'on a l'anticipation de l'action et on a l'action donnée. Et là, il n'y a rien. Et ça c'est vrai que c'est intéressant narrativement de jouer avec ces éléments-là pour dynamiser la mise en scène, mais en vrai aussi pour les coups. C'est très intéressant de penser à ces aspects. Ils sont vraiment très forts, les Japonais, pour ça. Un exemple, c'est Death Note, la série animée Death Note, où en fait, juste pour le héros qui va traverser la rue, donc voilà, il est en pleine ville, il y a énormément de circulation, il y a des gens qui se baladent et tout ça. En fait, le réalisateur, le storyboarder, détourne l'attention du spectateur en encadrant sur un feu qui va passer du rouge au vert, sur le fait que le héros regarde son écran, son téléphone portable, toujours en détournant le regard du spectateur et en jouant ce qui est lourd économiquement, ce qui coûte cher, le jouer en off, c'est-à-dire hors caméra, par du sound design, par des choses juste assez légères. Donc il y a vraiment énormément de choses à apprendre dans l'animation japonaise, ça c'est clair. Et dans le live aussi, le live en général. Donc on a vu les 5 premiers épisodes et le truc qu'on a pu constater déjà, hormis le fait que ça soit cette fois-ci ça soit vraiment pas étonnant et que ce soit pas du standalone comme les épisodes d'avant, c'est le ton qui a énormément changé. Est-ce que du coup c'était une volonté de faire un truc un peu plus sombre, un peu plus adulte, et si c'était une volonté, est-ce que c'était pas une difficulté pour vendre la série du coup parce que dans les premiers épisodes il y a des morts, il y a des histoires familiales, il y a vraiment du vrai drame, des vraies questions très, très adultes, ce qui n'était pas forcément le cas dans les saisons précédentes, en tout cas pas à ce point-là. En tout cas. Est-ce que c'était à un moment donné, vous vous êtes dit peut-être qu'on va trop loin?
Alors, Comment ça se passe par rapport au ton, ça a été défini dès le début, sachant que la série n'est pas diffusée sur France 3 mais sur France 4, donc déjà le public est un peu plus, la cible est un peu plus âgée, et puis ça a permis aussi à Tot d'écrire vraiment les scénarios de manière, de faire un full feuilletonnant, et donc voilà, il a toujours eu envie de faire des choses vraiment plus matures, et c'était l'occasion. Donc dès le début, on savait que ça allait pas déconner. Et donc oui, ça a représenté certaines difficultés, dans le sens où on s'est posé, à différents moments, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas trop loin. Pas forcément dans ce qui était écrit, parce que voilà, c'est écrit, on suit le script de Tot, mais plus sur la manière de montrer les choses, montrer ce qui est écrit, et les situations dont on ne parlera pas, qui sont une première vraiment dans le dessin animé. Il y a des situations qui, à ma connaissance en tout cas, qui n'ont jamais été présentes dans un autre dessin animé, et pour lequel on se posait vraiment la question de savoir si... On s'est fait des petites frayeurs, mais après tout on s'est dit pourquoi pas. Donc après, l'objectif aussi c'était de ne pas trahir l'essence de Wakfu de la saison 1, à savoir que dès la saison 1, avec Nox, on voit bien qu'il y a de la dramaturgie. Mais c'est vrai qu'il y avait une omniprésence du burlesque, de l'humoristique. Donc on a tenu à traiter ça dans le mélange de genres. C'est quelque chose qu'on voit énormément par exemple dans le cinéma live limite italien. On ne s'est pas interdit l'humoristique aussi. Mais c'est vrai qu'on a essayé d'inverser un peu la tendance, là où quelque part on avait peut-être 80% d'humoristique dans la saison 1, 70, 60 dans la saison 2, là on inverse la tendance, on essaye de mettre en place des ressorts dramatiques, narratifs forts, et des petites pincées d'humour disséminées pour ne pas trop non plus alourdir le ton, et arriver quand même à rester fidèle à l'essence du projet, et que ce soit regardable pour les plus jeunes aussi. Et du coup, la question que je me pose en fait, je connais moins la question que je vais la poser quand même, c'est que dans Wakfu, l'univers qu'on nous présentait, on le montrait de manière positive. Est-ce que dans cette saison, c'est pas l'occasion de le montrer d'une autre façon? Parce qu'avec les dieux qui ont un regard sur le monde particulier, est-ce que cette fois-ci, c'est pas l'occasion de montrer un peu la facette un peu, pas sombre, mais la facette négative, la face cachée de l'univers de Wakfu? Ouais, c'est plus la face cachée des héros. C'est-à-dire qu'on suit les héros depuis deux saisons, plus les 3 spéciaux. Et voilà, ils ont toujours cru faire ça pour le bien du monde des 12. Et aujourd'hui, la question qui leur est posée, c'est savoir si, au final, s'ils n'étaient pas du mauvais côté, si ils mettaient pas plutôt le monde en danger plutôt que le sauver. Et donc voilà, t'as les héros, on a toujours placé les héros sur un piédestal. Aujourd'hui, on remet en question ce piédestal. C'est vrai que dans les 2 premières saisons, les méchants, ils voulaient vraiment changer le monde pour une cause leur vision à eux, mais quelque part, ils pouvaient être nobles, du coup, on pouvait s'attacher un peu aux personnages et peut-être prendre leur parti. Et du coup, le questionnement de la saison 3, est-ce que ça va être, justement, c'est l'impression que j'ai eue, c'est finalement, si vous avez rien, si vous n'étiez pas intervenu, peut-être que les problèmes auraient été réglés finalement. C'est ça. C'est vachement ambigu, c'est vachement plus... Justement, c'est ça qui fait un bon méchant, c'est de pouvoir comprendre ses motivations et pouvoir... s'identifier à lui et se reconnaître quand même un petit peu en lui. C'est vrai que s'il y a une chose que j'adore, il y a 2 choses que j'aime beaucoup dans l'univers Ankama depuis mon arrivée il y a plus de 10 ans, c'est qu'on n'est pas manichéen, et que je trouve quand même que les personnages féminins sont relativement souvent bien écrits. Parce que même les femmes, les petites filles, on essaye d'éviter les stéréotypes. Là, dans la narration, c'est la même chose. Sur la saison 1, saison 2, en effet, on était au plus près des héros, et il y avait ce côté gardien, cette volonté de préserver une manière de vivre, un équilibre général. Mais pour y arriver, on a quand même fini par aboutir sur la mort de Nox, sur Killby enfermé dans une zone de non-vie où il ne peut pas mourir, mais il ne peut pas manger, il ne peut pas aimer, il ne peut pas se développer, et il est focalisé sur lui-même, sur sa vie, il n'y a rien. Donc c'est une forme de punition excessive aussi, même si peut-être le mérite. Ça aussi, on soulève la question, est-ce qu'il mérite vraiment ça?
Et après, il y a d'autres choses, hein. Bien entendu, là j'évoque Hugo, mais c'est vrai qu'on avait vraiment envie dans cette saison de mettre les héros en face de leurs propres responsabilités. Amalia en face de son titre, c'est une princesse, une reine, donc elle a des responsabilités vis-à-vis de son peuple. Hugo, je viens de vous le dire. Tristepin, c'est un père, mais c'est aussi la réincarnation du dieu Yop, donc il est le père de Gulthard. Est-ce qu'il a été un père aimant présent pour Gulthard? On le sait tous que non. Donc c'est vrai qu'on avait vraiment envie de confronter les héros à leurs responsabilités. Et comme vous l'avez vu dans l'épisode 3, on comprend bien que c'est un ressort narratif fort qui va servir au repos à peut-être endoctriner les héros. Il y a aussi ces notions... on avait envie aussi en sous-couche de parler du divin, de ce qui anime le vivant. L'être humain a toujours tendance à sacraliser, à s'intéresser à ce qu'il y a au-dessus, à essayer de donner un sens à sa vie. Mais derrière tout ça, est-ce qu'il y a un fond? Est-ce qu'on est endoctriné? Est-ce que c'est bien réfléchi? Donc c'est vrai qu'on avait vraiment envie de mélanger des thématiques en sous-couche très matures, et de pas aller non plus trop dans le pathos, et de ne pas aller trop loin pour pas être trop lourd, mais il y a de ça. Le fait qu'il des fois il soit plus vieux et qu'en plus le méchant ce soit Adama, finalement c'est totalement justifié par cette volonté-là. En fait. Oui. Et puis, comme vous avez vu, hein, la fratrie c'est compliqué parce qu'il y a Coqueline, on va pas spoiler, mais ce qui se passe avec Coqueline est intriguant, ce qui va se passer avec Gulthard est aussi un peu étrange. Donc, il y a une vraie vocation de soulever une interrogation, c'est est-ce que la confrérie Tofu, en voulant bien faire, a œuvré avec clairvoyance? Est-ce que la fratrie a ses torts ou ses raisons? Et c'est ces questions-là qu'on a envie de soulever dans cette saison. Je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais à poser comme question, à moins qu'il y ait une activité. Et puis parler de quoi tout à l'heure? Tout à l'heure, on s'est présenté Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.